2 séances de 20 minutes et 2 séances de 10 minutes. Peut-être une petite surprise qui vous attend en cours de live, j'espère bien, si la petite surprise arrive. Et on va essayer vraiment de toucher du doigt les sujets qui vous intéressent particulièrement en parcours préopératoire et en parcours post-opératoire. Solène, tu me dis quand c'est lancé? On est bon. Donc voilà, aujourd'hui on a essayé de faire une émission un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. On va parler comme d'habitude sans tabou et sans langue de bois. Et je vais essayer, je dis bien je vais essayer de me mettre à votre place et de poser toutes les questions qui ne sont jamais très évidentes à poser à son médecin. Donc on va parler de choses extrêmement positives et on va parler de choses un petit peu plus délicates. Je suis ravie d'avoir à mes côtés le docteur Cortès, que vous connaissez tous ici, et on va aborder un premier sujet qui est l'importance du parcours préopératoire. Dans le cadre de mon activité, je dévore les sites internet, je dévore les réseaux sociaux, je dévore les groupes, et en fait on se rend compte qu'à l'unanimité ou la quasi-unanimité, quand vous êtes en parcours préopératoire, vous trouvez que ce parcours qui est imposé maintenant pour une durée globalement de 6 mois est trop long. Donc, on va voir avec le docteur pourquoi cette durée de 6 mois est fondamentale, pourquoi ce parcours pluridisciplinaire, l'importance de chacun des praticiens et des spécialistes que vous avez rencontrés. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'importance de ce parcours pluridisciplinaire préopératoire? Alors, le plus dur, c'est de commencer. Et les anciens vont essayer de m'aider. Quand on opère quelqu'un d'obèse, c'est pas pour le rendre jeune et joli. C'est-à-dire que vous savez tous que les malades obèses souffrent d'un certain nombre de complications liées à cette obésité. Et le principe de la prise en charge multidisciplinaire des obèses, c'est de traiter ou de prévenir l'apparition de ces complications que vous connaissez tous. Le diabète, le syndrome de l'apnée du sommeil, la dépression, les problèmes de lipides, enfin vous avez un certain nombre de complications. Et si on arrive à la chirurgie, c'est parce qu'on est arrivé tout à bout d'un parcours. Pourquoi l'importance d'une telle durée avant d'être opéré? Déjà, tous ces examens-là, toute cette prise en charge, il faut la faire. Deuxièmement, il faut expliquer ce qui va se passer, surtout il faut faire comprendre quelle va être la vie après. Pour vous la résumer, vous la faire simple, quand vous rentrez dans le bureau de consultation d'un chirurgien qui fait de l'obésité, vous ne venez pas acheter une bagnole. D'accord? Parce que 80% des gens, c'est « je viens m'acheter une bagnole, entre la sleeve, l'anneau et le bypass, je veux la plus belle des bagnoles. Je veux celle qui avance le plus vite ou qui fonctionne le mieux. » C'est ça, je vous le caricaturise de façon extrême, mais notre consultation, c'est ça. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi on est arrivé là, quels sont les dégâts, les conséquences sur votre vie de cette obésité. Ensuite, est-ce qu'on est opérable? Parce qu'une opération, c'est toujours dangereux. Il y a toujours un risque à une intervention. Et ensuite, et c'est ça qui est jamais abordé, c'est comment faire pour qu'après ça soit bien vécu et puis que ça dure le plus longtemps possible, voire même que ça marche. Donc 6 mois, c'est déjà très ambitieux pour un tel programme. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? C'est toujours la plus dure, la première question. Moi, j'ai une question. Voilà, moi j'ai une question. Donc je suis patiente, je récupère mon papier qui me dit qu'il va falloir que je voie X praticiens. Je ne comprends pas tout. Pourquoi je dois voir une diététicienne? Pourquoi je dois voir un médecin nutritionniste? Quelle est la différence en fait? Je ne sais pas bien en fait. Alors, d'abord, vous allez voir qu'il y a des règles qui ont été édictées. Il y a ce qu'on appelle la loi. Il y a des règles. On a le droit d'opérer un certain nombre de gens. Et il y a des règles. On n'a pas le droit d'opérer un certain nombre de gens s'ils n'ont pas les conditions nécessaires pour être opérés. Donc déjà, il faut rester dans la règle. Ensuite, la diététicienne. Vous allez voir, on en parle tout le temps ici. C'est complètement hallucinant d'être prêt à être opéré, de se faire retirer une partie de l'estomac pour perdre du poids,
et refuser de discuter, d'aborder et d'échanger avec des diététiciennes la place de l'alimentation, le type de l'alimentation et le rôle de l'alimentation. Et ce que souvent les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas le lendemain de l'opération qu'il faut se poser la question de qu'on va manger avec un tout petit estomac. Ceux qui ont été opérés dans la salle, il y en a quand même un certain nombre. Ce n'est pas le lendemain de l'opération qu'il va falloir se poser la question de comment on va s'en sortir. Donc le rôle des diététiciennes avant, c'est d'éduquer. C'est-à-dire que ce n'est pas de vous faire la morale, vous mangez mal, vous mangez n'importe quoi. Non. Et c'est ce qui est très difficile à faire comprendre, c'est que les diététiciennes sont là pour préparer l'avenir, l'après. C'est comment ça va se passer une fois que j'aurai été opéré. Parce que là, on peut en parler aussi pendant des heures. Il faut éduquer énormément les gens avant. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les anciens? Le micro. Ne vous inquiétez pas, ils sortent de table, il faut les réveiller un peu. Non, c'est bon, il y a un micro. Oui. Oui, je suis. Fort. Oui, je suis d'accord, il faut vraiment que ça rentre dans la tête, comment ça va se passer après, parce que on peut avoir des frustrations après, si c'est pas bien intégré, il y a des frustrations qui se passent et c'est dur à vivre. Vous avez été opéré quand? Il y a un an. Il y a un an. Sleeve ou bypass? Bypass. Bypass, d'accord. Merci. Alors, justement, je rebondis. Comment on choisit d'opérer un patient d'une sleeve ou d'un bypass? Est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce qu'on dit au patient, c'est à vous de choisir? Comment ça se passe? Alors là, c'est un problème de philosophie d'équipe. C'est-à-dire que là, il faut arrêter la guerre des hypocrites. C'est-à-dire qu'on fait de la médecine. Il y a beaucoup trop de services qui disent le malade, il choisit ce qu'il veut avoir. Comme ça, je me dédouane. Sauf que quand vous faites de la médecine, vous savez que le geste que vous allez faire à quelqu'un, que ce soit un médicament que vous allez donner ou une intervention que vous allez faire, aura des conséquences. Et donc, on sait maintenant qui fait quoi. Enfin, on croit savoir, et puis dans 5 ans. La demi-vie d'une connerie en médecine, c'est 25 ans. Donc globalement, aujourd'hui on sait, demain on saura. Voilà. Globalement, il y a 3 types d'interventions. Il y a l'anneau, il y a la sleeve, et puis il y a les bypass, on pourrait dire. Et puis après, on peut compliquer par des tas d'opérations plus discutables, plus discutées, mais qui, ça se trouve, auront leur place un jour. On sait que l'anneau, on met un boîtier artificiel au sommet de l'estomac et on serre le kiki des gens. Et puis on se dit, une fois qu'ils ont le kiki qui est serré, quand ils mangent, ça ne peut pas passer, donc ils maigrissent. Sauf que ça, c'est générateur de plein de choses. C'est générateur de reflux, c'est générateur de j'ai faim, j'ai toujours faim et c'est bloqué, donc de frustration. Et puis, il ne faut pas croire, c'est un fil à couper le beurre qui entoure un manchon, donc ça a tendance à maigrir à l'intérieur. Vous avez ensuite la sleeve gastrectomie. Alors ça, c'est le truc que tout le monde va avoir. Ça, c'est la 206 Peugeot là, qui vient de sortir, décapotable. Le chirurgien, il est joli, il est sympa, ou il est vulgaire. Ça, c'est top. On croit qu'on risque rien et que c'est vite fait, bien fait. La sleeve, on vous transforme l'estomac en un tube. C'est extrêmement efficace. Simplement, dans la sleeve, il y a des problèmes de reflux. C'est-à-dire qu'à l'union de l'ésophage et de l'estomac, il peut y avoir des anomalies qui font qu'on peut avoir des reflux. Et la sleeve peut aggraver grandement un reflux préexistant dans un certain nombre de conditions dont je ne suis pas là pour vous faire le cours. Et des gens qui ont des hernies hiatales avec des reflux symptomatiques, si vous leur faites une sleeve, au lieu de leur rendre service, vous allez leur bousiller leur vie. Ils vont maigrir, mais dans la douleur. Voire même, ils vont grossir, ils sont obligés de grignoter pour calmer le reflux. Puis à l'autre coup, vous avez le bypass. Le bypass, c'est une intervention, il y a plus de couture, il y a plus de montage, mais qui peut permettre de solutionner des problèmes de reflux. Donc pour faire simple, si j'exclus l'anneau pour des raisons de simplicité de discours, le débat qui actuellement est entre la sleeve et le bypass, quelqu'un qui a des problèmes de reflux pathologiques prouvés avec une hernie hiatale, on ne peut pas lui faire une sleeve. Donc on va proposer d'entrer un bypass. Les gens qui n'ont pas de reflux, on va leur proposer d'entrer une sleeve. Pourquoi? On revient au débat, l'obésité pour ceux qui ont été opérés,
ils vont adorer. C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Il faut faire en sorte, parce que les chirurgiens ont un ego surdimensionné, qu'on puisse avoir un deuxième couteau si jamais il vous arrivait quelque chose. Donc souvent on dit, on fait s'il n'y a pas de souci, si tout est ok, une sleeve en première intention, puis à l'avenir, si jamais il y a une reprise de poids, on pourrait faire un bypass. Sauf que si vous regardez les dernières études, des résultats d'efficacité du bypass post-sleeve, on peut ouvrir des débats. Donc, c'est un échange entre le malade et son chirurgien, quelle opération faire. Je ne jette pas forcément l'anneau, mais ça doit être une information honnête. C'est-à-dire que si on vous fait ça, il vous arrivera ça, si on vous fait ça, il vous arrivera ça, et si vous arrive ça, on peut faire ça pour réparer. Mais voilà. Donc, il y a des bases, et donc c'est pas au malade de choisir, tout seul. Je voudrais comprendre le phénomène de deuxième intention. Est-ce que on est slivé une fois, on peut être reslivé? Est-ce qu'on est slivé, on est bypassé? Est-ce que je voudrais comprendre comment ça marche en fait. Réponse honnête. Nous aussi. Nous aussi. Et c'est dangereux pour vous et c'est dangereux pour nous. On peut faire plein de choses. Alors, on va partir de la personne qui a une sleeve. C'est le plus fréquent, hein. Il y a plus de 45 000 sleeves par an en France. Hein. Tout le monde et n'importe qui s'est mis à en faire. Quelque part, c'est bien aussi, parce que plus il y aura de gens qui savent bien en faire, plus il y aura de gens peut-être bien pris en charge. Mais vous avez un gros volume de gens qui sont slivés en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que faut arrêter de dire les anciennes générations, c'est toujours de la faute du malade. Quand j'étais interne en orthopédie, on avait mis la vis de travers, la jambe a été comme ça, et il y avait le patron qui disait « Ah, qu'est-ce que vous m'avez encore fait, vous ?» Et le malade disait « Je m'excuse, docteur. » Globalement, il reste des séquelles de ça. C'est-à-dire que quand vous faites une sleeve, le tuyau, il peut être parfait, et puis des fois, le tuyau, il peut avoir des poches, ou deux poches, ou ça peut être un peu dilaté. C'est pas grave, le malade, il va maigrir. Et on sait qu'il y aura cette poche ou ces deux poches. Et là, actuellement, il y a tout un débat, mais entre nous, au quotidien, qui est de dire, il n'y a pas de honte s'il reste deux poches, que le malade reprend un peu de poids, d'aller recouper les poches. Alors nous, ça c'est un sujet que vous avez compris qui m'excite beaucoup. On travaille dessus, on publie dessus. C'est faisable. Mais il y a des gens à qui ça peut être dangereux. Parce qu'en fonction de où est la poche, la taille de la poche, sa formation, là, ça peut être dangereux. Après, vous pouvez transformer la sleeve en bypass. Mais ne croyez jamais qu'on va vous transformer une 2 chevaux en Ferrari. Vous avez la sleeve, on vous fait un bypass. Beaucoup d'études montrent que quand on fait une chirurgie en deuxième intention pour maigrir, c'est pas toujours top. Par contre, il faut avoir l'honnêteté d'avoir le débat de dire mais si la première intervention n'était pas optimale, n'était pas parfaite, là, la deuxième a une chance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter les malades. Mais, ce qui est génial pour nous, médecins, parce qu'on aime notre métier, c'est que probablement on a plein de choses à vous proposer en cas d'échec secondaire. Mais qu'il faut toujours imaginer en long terme. Et on a fait aussi, alors des vieilles opérations que vous ne connaissez pas vous, mais la spécialiste de la question, si, elle est là. Voilà. Il y a des gens qui sont capables de vous transformer des Mason en bypass ou Seigno qui savent faire des choses comme ça. Donc, globalement, voilà, le débat, il existe. Bon, alors, on va revenir un peu sur le parcours préopératoire. Donc, alors, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait spécifique à l'obésité, en fait. C'est vrai que quand vous prenez l'initiative, après réflexion, d'aller voir un médecin, vous n'allez pas voir votre généraliste, mais alors, d'entrée de jeu, vous allez voir le chirurgien. C'est là qu'il vous explique un petit peu comment ça se passe et vous passez par différentes étapes. J'aimerais bien qu'on essaye de survoler très rapidement, docteur, le rôle de chacun. Pourquoi voir un... Alors, je vous pose la question parce qu'il y a plein d'examens qui sont faits avec les différents praticiens, c'est pas toujours très clair. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un tour rapide de la spécificité de chaque médecin? Alors, on va le faire en 3 étapes. Il y a 3 tiroirs. Ceux qui vont en consultation le savent. Il y a la recherche des causes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des maladies de la thyroïde, il y a des gens qui ont des maladies hormonales qui font grossir. Donc il faut être certain qu'il n'y ait pas une maladie médicale sous-jacente qui favorise la prise de poids. Donc ça, c'est toute la partie consultation d'endocrino,
que vous avez systématiquement. Ensuite, vous avez le deuxième tiroir qui est les conséquences de l'obésité sur plusieurs années. Ça peut esquinter les genoux, les hanches. Au niveau respiratoire, vous connaissez tous qu'on peut arrêter de respirer pendant son sommeil, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Vous pouvez devenir diabétique. Il y a un certain nombre d'années. Ensuite, il y a aussi les conséquences d'années d'errance médicale. C'est-à-dire qu'on vous a des fois prescrit du Mediator, vous savez, hein, le journal de 20 heures. Donc il y a l'échographie cardiaque pour être sûr que les choses aillent bien. Donc il y a le bilan des dégâts. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous voyez un spécialiste comme ça, il est à la recherche du bilan des dégâts d'années d'obésité. Le psy, j'en parle pas parce qu'elle est là. Donc elle va vous faire ça de A à Z. Et puis le psy ne fait pas un chiffre, je ne vous dis pas. Et après, il y a l'opérabilité. L'opérabilité, on va opérer un organe qui s'appelle l'estomac. Il faut être certain qu'il ne soit pas malade. On ne va pas opérer un organe malade. Donc on est obligé de faire une fibro. Il faut que vous sachiez que pour faire simple, il y a une bactérie, c'est le prix Nobel de médecine en 2001. Il y a une bactérie qui peut se balader dans l'estomac et qui peut être responsable d'inflammation chronique de l'estomac. C'est des mots un peu compliqués, mais en gros, vous avez une bactérie, elle vous rend l'estomac malade. Et si on vous opère, ça peut rendre plus compliqué les suites post-opératoires. Et puis même si on ne vous opère pas, il faut quand même vous le retirer parce que cette bactérie peut vous embêter à long terme. Ensuite, on peut des fois trouver des petites tumeurs, des petits machins. Puis on peut aussi voir le reflux, s'il y a la hernie hiatale, le machin. Donc la fibro, elle est indispensable pour l'opérabilité. Tout ça, mis bout à bout, ça fait une dizaine de consultes. Après, il y a une autre chose dont on ne parle pas, c'est les dents. Dans l'opérabilité, il y a les dents. C'est-à-dire que souvent, quand on est obèse, on n'est pas surnourri, on est mal nourri. Et donc, il y a des tas de problèmes de dents, d'appareillage. Donc, quand on vous retire, on vous réduit le volume de l'estomac, si vous ne pouvez pas mâcher, je ne vous dis pas le truc. Donc, voilà pourquoi on fait tout ce bilan. J'en ai certainement oublié dans mon discours. Voilà la place de chacun. D'accord. Bon, vous l'avez compris, dans ce parcours préopératoire, rien n'est laissé au hasard. Chaque professionnel de santé a sa spécificité, mais ils ont tous la l'unanimité pour vous accompagner, faire en sorte que cette baguette, ce coup de pouce qu'est l'intervention, puisse vous permettre d'atteindre le mieux possible vos objectifs, à savoir une vie heureuse, une vie avec moins de comorbidité et une vie épanouie et plus longue, évidemment. Alors, question un peu dérangeante. Qu'est-ce qu'on fait des agrafes? Voilà, je me demande, les agrafes, on fait quoi? On s'en fout. Voilà, vous avez entendu, hein? C'est-à-dire que vous pourrez passer à l'aéroport, vous pourrez avoir un IRM. Donc globalement, il ne faut pas s'obséder par les agrafes. Vous voyez, il faut plutôt les remercier, parce que sans elles, la chirurgie de l'obésité n'existerait pas. Je ne sais pas s'il y en a à côté. C'est un pistolet, il y a 6 rangées d'agrafes, 3 de chaque côté. Vous appuyez comme un imbécile, vous appuyez sur un bouton, il y a une lame qui passe au milieu qui coupe, et vous vous retrouvez avec 3 rangées d'agrafes d'un côté, 3 rangées d'agrafes de l'autre. C'est étanche. Ils essayent de faire en sorte que ça ne saigne pas. Et les progrès technologiques nous ont permis de repousser les limites de ces opérations, de les rendre, je dirais, plus faciles et plus accessibles. Mais les agrafes, elles ne vont pas vous faire un trou quelque part. Voilà, c'est étudié. Et ça vous permet de mener une vie strictement normale. Alors, je passe, donc je pense que vous avez tous compris encore une fois l'importance de ces étapes du parcours préopératoire. Rien n'est léger là-dedans, tout à prendre au sérieux. On termine son parcours préopératoire. Réunion de l'ensemble du corps pluridisciplinaire, c'est ce qu'on appelle l'ORCP. Là, vous statuez sur la faisabilité ou pas. D'accord? On continue, le patient est opéré, on arrive en post-opératoire. On a cette fameuse phase de 4 semaines de cicatrisation, phase au cours de laquelle il est impératif de manger de manière adaptée, mais on verra ça tout à l'heure avec Laetitia, puisqu'on abordera cette question diététique. J'ai une question qui va vous sembler peut-être encore une fois bien naïve, mais est-ce que les agrafes, elles peuvent sauter? Les agrafes ne sautent pas.
sur un truc. C'est la RCP. Je suis désolé. Ah, allez-y. Parce qu'on est passé vite là sur la RCP. Elle est comme vous. La RCP, c'est le moment crucial, la RCP. C'est le moment où plusieurs personnes qui soit vous connaissent, soit vous ne connaissent pas, épluchent votre dossier de A à Z. C'est comme un avion qui décolle. Il faut bien que vous compreniez ça. C'est comme un avion qui décolle. Et si toutes les alarmes ne sont pas au vert, on ne décolle pas. Parce qu'il y a une relation de transfert en chirurgie entre le chirurgien qui a envie d'être sympa avec son malade, le malade qui drague un peu son chirurgien pour passer un peu plus vite. Vous voyez? Puis là, vous arrivez avec votre dossier en RCP, bam! Oui. Ça me rappelle énormément mon premier métier où on discutait pendant des heures pour savoir s'il fallait greffer ou pas greffer le malade et on s'engueulait, on s'insultait, et c'était génial. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui est très très important, c'est que plusieurs personnes de plusieurs spécialités différentes aient un regard différent sur un dossier. C'est sûr que quand on vous rappelle, on vous dit « Ah zut, il manque la fibro, il manque le je sais pas quoi ». Et on a oublié. « Ah, vous faites chier, je m'étais organisé, mes gosses, mon boulot, mon mari, mon machin ». Oui, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont vérifié de A à Z que le truc, il avait été fait. Voire même, mais t'es sûr que tu veux lui faire une cible, regarde la hernie hiatale, le machin, mais t'es complètement fou, il faut lui faire un bypass. Ou alors, il y a entre nous des choses qu'on peut se dire, mais le psy va vous dire, mais attends, ton mal est complètement toqué, il n'a rien compris. Tu vas opérer un mec, là, il ne sait pas ce qu'on va lui faire. Il n'a pas compris. Ou la diète dit, mais si je l'accompagnais, pendant quelques mois, il comprendrait mieux. Où le psy dit, mais on a lancé avec les psychologues une prise en charge d'accompagnement pour aider à affronter. Vous voyez? Donc la RCP, c'est un truc, il va bien falloir que tout le monde le comprenne un jour. C'est médico-légal obligatoire pour le cancer. Pour l'obèse, c'est pareil. Et en plus, il faut que vous compreniez, d'abord nous, ça nous apporte de la richesse professionnelle, mais vous, ça vous apporte de la sécurité. Et cette ERCP, elle est importante. Donc on ne la passe pas comme ça. Après, je ne sais plus, les 4 semaines, les agrafes sautées, ben non, les agrafes, elles ne sautent pas au bout de 4 semaines. Mais par contre, vous pouvez faire n'importe quoi pour une fois. Il y a un débat qui est en train d'apparaître chez nous, c'est la vitesse à laquelle vous mangez en post-opératoire immédiat. Les fistules précoces. Les fistules, non. Je fais attention à ce que je dis. Entre le 3e et le 10e jour, on commence à se poser la question s'il n'y a pas un certain nombre de fistules qui apparaissent parce que le malade mange trop vite. Alors, je me suis toujours interdit de vous dire ça, puisque je me suis toujours interdit de dire que c'était de la faute des malades. Mais on a quand même le droit de discuter entre nous. C'est-à-dire que, peut-être pas mettre le truc un peu trop sous tension et un peu trop forcé sur la machine juste après. Mais non, la graffe, elle saute pas, la graffe, elle se déchire pas, elle est là, elle est bien mise, elle est mal mise, elle est moins bien vascularisée ou pas, mais elle saute pas. Bon, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à proprement parler sur la chirurgie? Non, ça vous paraît clair? Peut-être là-bas, non? Il y a une question? Quand on met les agrafes, les 2 tiers de l'estomac, on retire cette poche, elle est plus dans le corps en fait. Quand on fait la sleeve, oui. On retire. Voilà, en fait, on met un tube de calibration pendant que vous dormez. On met un tuyau dans l'estomac qui a un diamètre prédéfini qu'on a choisi. Et le long du tuyau, on va sectionner l'estomac. Donc vous avez une partie qui reste, qui va être le manchon gastrique, le tuyau, et une partie donc, qui ne sert plus à rien. Et cette partie-là dans la sleeve, on la retire. Et il reste une poche? Non, il reste un tuyau. Vous imaginez, je vais être très imagé. Vous voyez à quoi ressemble un estomac. Vous mettez un tuyau d'arrosage dedans, qui va de la bouche à l'intestin, et vous coupez le long du tuyau d'arrosage de bas en haut. Il reste un tuyau, tout simplement un tuyau. C'est quoi la différence entre la sleeve et le bypass? Le bypass, vous laissez une poche, c'est-à-dire que le bypass, je n'ai pas amené de dessin volontairement aujourd'hui, peut-être qu'on aurait dû. Vous prenez l'estomac, 5 cm après la naissance de l'estomac, vous le coupez transversalement, vous le séparez entre la partie du dessus et la partie du dessous. On est d'accord? La partie du dessous, vous la laissez dans le ventre. Donc quand vous allez manger, ça va tomber dans une petite poche, puisque
puisque vous aurez coupé 5 cm en dessous de la naissance de l'estomac. Et cette poche, on la branche sur l'intestin de manière à pouvoir manger. Donc vous avez une petite poche dans le bypass, vous avez un tuyau dans la sonde. C'est clair pour tout le monde? Vous êtes gentil. Plus de questions sur la chirurgie? Oui. Moi, j'ai une question concernant les chirurgies de deuxième intention. Vous avez dit qu'en général, les résultats étaient pas très concluants. Est-ce que vous avez des pistes? J'ai dit qu'ils n'étaient pas systématiquement concluants. C'est-à-dire que là, les chirurgiens ont réfléchi tous sur ces chirurgies de deuxième ou de troisième. Là, on en est à des gens, des fois, qui arrivent à la 4e intention. D'accord? En fait, c'est des indications qu'il va falloir encore bien poser. C'est-à-dire qu'on a des solutions, mais qu'il va falloir les proposer aux bonnes personnes. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez l'intervention, je dirais, qui est parfaitement techniquement réussie. Vous avez la superbe sleeve, bien régulière, avec un faible volume en post-opératoire, et la personne prend du poids. La première question à se poser, c'est pourquoi? Parce que si, et on l'a vécu, si elle mange 40 sucettes par jour parce qu'elle vient d'arrêter de fumer, vous pouvez lui faire toutes les opérations que vous voulez, ça ne sert à rien. D'accord? Donc il faut tout reprendre à zéro. Est-ce que le suivi diététique est toujours là? Comment la personne s'alimente? Et surtout, quelle vie elle a choisi après avoir été opérée? Parce que je ne vous ai pas parlé de ça. C'est-à-dire que quand vous avez été opéré, moi je compare ça à une deuxième naissance. C'est aussi violent qu'un accouchement. C'est-à-dire que ça ne dure pas longtemps. Et bam, vous y êtes. C'est un accouchement, c'est une deuxième naissance. Quelle vie avez-vous décidé de vivre? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous avez repensé votre façon de vivre? Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre sur la table. Alors, on peut réparer des malfaçons. Vous prenez quelqu'un qui voit toujours son diète, qui essaye de faire de la marche, qui essaye de se bouger, puis qui reprend du poids et qui n'y arrive pas, et que la sleeve, elle n'est pas terrible quand vous regardez. Vous pouvez dire, je peux refaire une jolie sleeve. Mais ça se réfléchit bien. C'est-à-dire, est-ce que techniquement, ça a été parfait? Et deuxièmement, quelle est la vie de la personne? Parce que moi, je ne connais pas d'opération anti-sucette ou anti-sucre ou anti... Oui. Voilà. Bon. Je vois qu'il y a encore des questions. On est en train de dépasser légèrement le temps. Je vais détacher. Vous avez parlé du parcours préopératoire et de bien se préparer avec la diététicienne, etc. Mais vous n'avez pas vraiment parlé de se préparer aussi au risque après, post-opératoire. Des semaines d'hospitalisation, des examens, des moments sans la famille et tout ce qui s'ensuit. Et je voudrais alerter quand même les gens qui vont se faire opérer, les futurs opérés, que c'est pas simplement un consentement qu'on signe et qu'il faut vraiment lire tout ce qui est écrit et vraiment l'intégrer dans sa tête. Parce que ça peut être très mal vécu quand ça vous tombe dessus, si ça vous tombe dessus, malgré le peu de pourcentage qui existe. Ça arrive, il y en a, et si on n'est pas prêt dans sa tête, c'est dur à vivre. Alors, c'est toujours mal vécu. C'est toujours mal vécu. On ne connaît pas de malade avec une complication dans un lit qui va bien dans sa tête et qui va bien dans son corps. C'est pas possible. C'est pas possible. Deuxièmement, c'est toujours long. C'est toujours long. Oui, alors ça fait des progrès. C'est pas ce qu'il y avait il y a 3-4 ans, mais c'est toujours long. Et ça progresse encore. On vous dit, en consultation, c'est 1,8% de gens qui ont la fameuse fistule après sleeve. Mais quand c'est vous, c'est 100%. Après, c'est très bien votre témoignage, et merci, parce que c'est mieux que ça soit un malade quand on parle. C'est-à-dire qu'il y a 1,8% de fistule après sleeve. Pour l'instant, chez nous, le taux il est incompressible. On mesure chaque année, on est à 1,8. On espère cette année être en dessous, mais on espère. Le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus
Enfin, c'est un équilibre subtil entre informer justement et faire peur à l'extrême, parce qu'en fait, une opération, c'est une épreuve d'effort. C'est-à-dire que quand on va être opéré, ben, c'est une agression du corps, et c'est comme si vous aviez fait du sport ce jour-là. Enfin, le sport n'est pas une agression, mais c'est un moment à passer. Et vous arrivez complètement stressé, vous arrivez complètement flippé. En post-opératoire, si vous arrive le moindre truc, c'est la panique. Mais en même temps, il faut avoir été suffisamment informé pour être aussi rassuré que ça, c'est normal, que voilà. La fistule, c'est 1,8%. Ça peut arriver de J1 à J25, pour faire très simple. Très probablement qu'on est en train de découvrir qu'il ne faut pas soigner celles qui arrivent à J1 comme celles qui arrivent à J20. C'est le dernier truc qui sont en train de sortir. Et qu'elles sont là, et que c'est long, et qu'on va rester à jeun longtemps, et qu'on va avoir plein d'examens. Et que la seule chose qu'on peut essayer de vous expliquer, c'est qu'il y a normalement 0 décès sur ça, mais que ça peut être très long et qu'on est séparé des siens. C'est pas en vous faisant signer des papiers que ça changera les choses, c'est en faisant ce qu'on fait là maintenant, c'est en parlant, parce que dans la salle, vous n'êtes pas la seule. Une question. Question. Oui, bonjour. Bonjour. Les fistules, donc on s'est opéré. Est-ce que ça peut venir dû à l'opération ou si c'est le malade qui n'a pas fait ce qu'il fallait? C'est un Moi, débat. l'opération, on m'a bien prévenu, on m'a fait peur, et c'est ce qu'il faut, parce que après c'est aussi psychologique. On a dit, on nous a bien expliqué tout. Donc si on est bien informé, on normalement ne devrait pas avoir de fistule derrière. Mais est-ce que, malgré tout, ça peut venir? Non. Je suis obligé de faire une réponse. Globalement, on a pendant des années, je suis sûr qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, on ne connaît pas tous les mécanismes de la fistule après Steve. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a toujours lieu au même endroit, toujours au même endroit anatomique, et puis qu'elle arrive dans des délais variables. Ça, c'est la seule chose. C'est le délai qui est variable, mais l'endroit est toujours le même. Ce qu'on a appris, c'est à la diagnostiquer le plus rapidement possible. C'est la fameuse fréquence cardiaque où à l'aveugle, quand le malade est tachycarde en post-opératoire, on souvent le réopère sans réfléchir parce qu'on sait que c'est ça et que des fois, il vaut mieux aller voir que de laisser un truc traîner. Et alors après, quand on le prend trop tard, ça prend des proportions terribles. Après, il y a 2 théories qui s'opposent. Moi, j'ai toujours défendu la théorie, vous dévascularisez. Quand vous enlevez l'estomac, vous coupez les vaisseaux qui vont à l'estomac et que il y a une partie de l'estomac qui est moins bien, parce qu'on n'est pas des abrutis, quand on part, vous imaginez bien qu'on ne laisse pas un trou. Voilà, il y a bac plus je ne sais pas combien, enfin on n'est pas complètement idiot. Quand on part, il n'y a pas de trou. Et puis il se passe un truc où le lendemain ou 3 jours plus tard, il y a un trou. Donc il s'est passé quelque chose. Donc la première théorie qui avait été dite, c'est qu'il y a moins de sang qui arrive dans cette région-là. Il y a eu des modèles anatomiques qui ont été faits, il y a des études, on a dit tout le monde n'a pas la même vascularisation de l'estomac, on ne peut pas faire cette cartographie en pré-op, on ne peut pas identifier le sous-groupe à risque, et moi, honnêtement, je faisais partie des chirurgiens qui pensaient que c'était une variation anatomique et c'était comme ça. Et puis il y a un chirurgien qui a une idée là en France, qui dit si le malade il se gavait pas en post-op et s'il mangeait plus doucement en post-op et s'il mettait moins sa plastie en tension en post-op, moi le jour où j'ai dit aux malades qu'à partir de J3 s'ils avaient une fuite c'était de leur faute, j'ai baissé de 50% mon taux de fistule. C'est pas publié, je l'ai pas vu, je l'ai pas lu. J'ai confiance dans ce docteur. En général, on a intellectuellement, scientifiquement tout du moins, on a des points communs. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le service? Pour certains, il y en a un, on en a discuté il n'y a pas longtemps en consulte. Au fait, vous, après, ça s'est passé comment vous avez mangé? J'essaie de comprendre. Là. Vous voyez, avant de vous foutre la trouille à tous, parce que déjà vous avez été opéré, vous ne savez pas comment vous avez bouffé, puis en plus si je vous dis, si jamais tu manges le petit bout là, vous mangez le petit bout là, vous allez en plus avoir un trou, alors bonjour la culpabilité. Donc on essaye là de discuter avec ceux qui ont eu des fistules, doucement de comprendre, vous voyez, mais vous vous souvenez comment vous avez mangé, sans faire culpabiliser, c'est très compliqué comme échange. Donc voilà, les 2 théories qui s'opposent un petit peu, ou qui sont peut-être complémentaires, il y a probablement les 2, il y a un défaut de vascularisation, et puis est-ce qu'on a mis la plastie sous tension en post-opératoire avec les agrafes, elles sautent, j'ai du mal avec cette théorie. Donc là, nous, le coup de essayer d'expliquer, d'y aller tout doucement en post-op, de faire très attention, on verra sur les chiffres 2018. Si les chiffres 2018 baissent, je dirais il a eu raison.
Si les chiffres 2018 restent à 1,8, on arrêtera de vous emmerder avec ça. Il faut bien mettre les patients. De toute façon, l'autre chose qu'il ne faut pas non plus se mentir entre nous, c'est-à-dire que la fistule, vous êtes tous sur des sites internet. Donc ça, sur l'obésité, on ne peut pas dire que les gens ne sont pas informés. Hein. Il y a les radios, il y a le voyeurisme à la télé tous les soirs, il y a les journaux fins, et ensuite il y a les sites internet. Donc ça, s'il y a bien un truc où tout le monde est informé, c'est bien ça. Voilà, on va laisser la parole encore à une personne qui voulait poser la dernière question. Et alors, on va faire ces 2 dernières questions. On est très très en retard. Donc, docteur, on arrive. C'est quoi la question? Moi, je voudrais savoir exactement ce que c'est qu'une fistule. Eh bien, une fistule, c'est un trou qui apparaît en post-opératoire sur la ligne d'agrafe et qui est le plus souvent localisé au tiers supérieur de l'estomac. Et quand ça apparaît, c'est le bordel. C'est-à-dire qu'on sait gérer, mais, vous voyez, la dame, elle pleure encore. C'est des gens qui restent à l'hôpital plus d'1 mois, à qui on doit faire plusieurs endoscopies. 90% vont finir par guérir. Ça peut être très long. On peut même réintervenir et être obligé de retirer l'estomac dans sa totalité au-delà de 6 mois ou 8 mois. Et ce risque, il existe. Et il est estimé à 1,8%. Ça, c'est le trou. La gastrectomie totale pour fistule, c'est très rare, c'est exceptionnel. C'est même discutable et discuté. Mais la fistule, c'est 1,8% en France. Et voilà. Et c'est justement l'intérêt des réunions comme on fait aujourd'hui. Faut pas se cacher, quoi. C'est la RCP, c'est tout ça. C'est ça. Et vous savez d'avance qu'on va faire une fistule? Ben, j'aimerais tellement le savoir, mais j'y arrive pas. Non. Et le risque de voir apparaître la fistule disparaît combien de temps après l'opération? Eh ben, je vous dirais au-delà de J25. C'est-à-dire qu'elle est peut-être là depuis longtemps, mais on arrive à en diagnostiquer jusqu'à J20, J25. Et ça se manifeste en général par un abcès. Et c'est beaucoup plus elles sont vieilles, plus elles sont diagnostiquées tardivement, plus elles sont faciles à traiter de manière non agressive. Et plus elles sont fraîches, plus elles sont diagnostiquées tôt, plus c'est difficile. Donc normalement, on peut imaginer au bout d'1 mois, on est tranquille. Oui, au bout d'1 mois, on va voir sa diète et on discute. J'ai vu aussi qu'on pouvait avoir un problème de vésiculaire. On pouvait, en fait, dans les 6 mois à 2 ans qui suivent la cible, être amené à avoir une ablation de la vésicule biliaire. Oui. Parce qu'en fait, le fait de maigrir après cette intervention favorise l'apparition de calculs. Alors, on ne vous opère pas parce que vous avez des calculs, on vous opère s'ils deviennent symptomatiques, s'ils sont responsables de douleurs ou autres. Mais, donc, il y a des gens, il y a un comprimé qui existe qui est quasiment immangeable du fait de sa taille et de son goût et de certains effets secondaires qu'il peut déclencher. Mais il est scientifiquement prouvé qu'il diminue le nombre de calculs dans la première année après l'intervention. Et pour tous ceux qui l'ont pris le comprimé ici, soit il est responsable de troubles digestifs, soit il est vraiment gros au début à avaler pour un slivé, mais on vous le prescrit systématiquement chez nous. D'accord. Et en pourcentage, les gens à qui on va enlever la vésicule biliaire, ça correspond à quoi? Dans la première année, 2%. Après, j'ai envie de vous répondre comme la population normale. Voilà. Quand on n'a plus la vésicule dans l'opération? Tant mieux, on n'aura pas de soucis. Non. Il y en a d'autres, mais en tout cas pas ceux de se faire retirer. Bon, je reprends, parce que là, on a évidemment explosé les compteurs avec le docteur Cortès. Juste rappeler 2-3 petites choses. L'importance du parcours préopératoire. On n'a pas eu le temps de parler de l'importance du parcours post-opératoire, mais vous l'aurez bien compris, c'est absolument capital et fondamental. Et je vous rappelle que quand vous vous engagez dans ces démarches, vous passez un pacte aussi avec les praticiens et avec vos médecins. Et vous vous engagez dans le cadre de votre suivi post-opératoire. Ça, je le rappelle, c'est très important. Ne vous parlez pas dans la nature. Ça, c'est le premier point. Et à vie, on reparlera d'autres fois de la supplémentation, de tout ça. Le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est très difficile sur les confirmés, sur les réseaux sociaux, sur Internet, de voir des commentaires. Alors bien évidemment, il y a cette phase de joie dans la période de lune de miel.
Et des personnes disent j'ai perdu 25 kilos le premier mois, j'ai perdu 40 kilos en 2 mois. Et tout d'un coup, il y a un témoignage et il y a une personne qui va dire je suis en échec, je n'ai perdu que 6 kilos. C'est faux. Chaque cas est unique. Voilà. Chaque cas est unique. On va en parler avec le docteur Clariquet. On va aborder cette partie psy. Alors, là aussi, j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, et cher docteur, je vais être extrêmement désagréable d'entrée de jeu. On se pose souvent la question de savoir pourquoi un psy dans ce parcours. Et deuxièmement, est-ce que le psy n'est pas l'ennemi du patient? Je suis très brutale, hein. Je suis désolée, mais j'aimerais que vous expliquiez votre rôle dans le cadre du parcours préopératoire et surtout dans le cadre du suivi post-opératoire. Bonjour à tous. Alors, c'est une bonne question parce que souvent, voilà, le psy c'est l'ennemi, c'est celui. Tout à l'heure, Dr. Cortès a fait un acte manqué, il m'a oublié, c'est avec l'orientation. Mais vous, c'est pareil, hein, c'est tous pareil. Le psy, on l'oublie. On regarde toute sa liste, chirurgien, il a tout un bilan à faire, la fibro, les consultations, etc. Puis parmi tout ça, il y a le psy. On s'en fiche pas mal, le psy. Pourquoi ça sert? Je viens pas pour ça, je viens pour maigrir, je viens pour me faire opérer, le psy. Et on est dans la tête dans le guidon, les bilans, etc. Le rendez-vous chez le psy, je l'ai pas appris, c'est pas grave, je le ferai à la fin, c'est une formalité. Et là, quand on me rencontre, ça coince. Et là, évidemment, il devient ennemi, parce que ça fait 6 mois qu'on fait des examens, ça fait 6 mois qu'on fait des bilans. Et le psy, il dit ouais, c'est peut-être un peu tout, vous n'êtes peut-être pas prêt. Ah, mais je comprends pas, moi, je voulais me faire opérer dans 1 mois, tout est fini. Ah ouais, mais là, il va falloir qu'on discute. Parce que si on oublie la composante psy, ça veut dire qu'on oublie que l'obésité, c'est déjà une maladie, oui, et qu'elle a différentes raisons, et notamment le côté psychologique. Que si on oublie cette passe-là, ça veut dire que quoi? Un obèse, c'est pas quelqu'un qui est plus idiot qu'un autre. Hein. Il sait, tous les obèses savent que quand on mange trop, quand on mange mal, quand on grossit, c'est mauvais pour la santé. S'il ne s'arrête pas de le faire, c'est qu'il ne peut pas. Il en a besoin. Cette manière de manger, cet équilibre-là alimentaire qu'il a lui, il en a besoin. Sauf qu'il n'arrive pas à arrêter. Et quand on passe après chez le chirurgien, parce qu'il faut maigrir, parce qu'on est en obésité morbide, ça y est, il faut se faire opérer, parce que là, vraiment, la santé est en danger. On se fait opérer de l'estomac, mais on ne s'est pas opéré du cerveau. Et le choc, l'accouchement dont on parlait de Dr. Cortès tout à l'heure, c'est que le lundi, on a son estomac, le mardi, on ne l'a plus. Et là, on l'a plus complètement. En tout cas, ça ne passe plus comme avant. On ne mange plus comme avant. Donc toutes les habitudes qu'on avait jusque-là, on a depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et bien mardi, on ne peut plus les avoir. Sauf que c'est ça qui gérait notre équilibre, notre bien-être de la vie de tous les jours. Et là, on l'a plus. Alors on maigrit, hein. On maigrit, c'est bien, ça passe moins bien, voilà. Mais dans la tête, d'un seul coup, on n'est plus bien du tout. Et c'est pour ça qu'il y a cette évaluation avant, pour voir si on est prêt, si on a bien réalisé les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Alors oui, il faut se faire opérer à un moment donné. Mais nous, si on fait cette évaluation tous ensemble, et si on parle comme ça, et si en effet on s'en vient le temps en staff, en RCP, c'est que cette intervention, vous en avez besoin. Mais il faut la faire dans de bonnes conditions. Pour être sûr que les choses se passent bien et que vous arrivez à ce que vous voulez, à savoir maigrir, être en bonne santé, et que ça se passe bien, que vous soyez bien dans votre tête après. Et s'il faut repousser de 6 mois, parce qu'il y a besoin de peut-être un peu plus faire le point sur sa vie, faire un peu plus pour le point sur son comportement alimentaire, et bien on prend ces 6 mois-là. D'accord. Donc en fait, vous êtes en train de nous expliquer que quand il y a un refus lors d'une RCP qui peut émaner de vous, ça ne veut absolument pas dire que le patient n'est pas éligible à une intervention, ça veut simplement dire que vous préconisez du temps pour mieux préparer le patient sur l'après, sur ce qui attend, c'est ça? Je ne devrais pas vous poser cette question parce que l'équipe ici est extrêmement professionnelle et je suis au dehors que ça n'arrive pas, mais un patient qui passe au travers, il se passe quoi? Je vous pose la question parce que j'entends souvent oh là là, tu as eu des questions types de la part du psy et qu'est-ce que tu as répondu? C'est quoi exactement ce qu'il faut dire? Comme ça, je suis sûre qu'elle va dire oui et qu'elle sera OK pour le dossier. Il y a des questions types? Il y a des réponses types, docteur? Et si on passe au travers, il se passe quoi?
Voilà, ça c'est une vraie question. Si on passe au travers, si ça se passe bien, tant mieux. Hein. Si ça se passe pas bien, ça devient compliqué. Alors, je rappelle que les recommandations pour se faire opérer, c'est le suivi diététique, tous les bilans, etc. Et normalement, c'est pas une évaluation avec un psychiatre ou un psychologue, hein. C'est 6 mois de psychothérapie pour travailler sur son comportement alimentaire et à la fin, le praticien spécialiste, qu'il soit psychologue ou psychiatre, valide. Ça, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Nous, je signe sur le GEF, on fait le suivi après aussi, sur le plan psy. Parce qu'avant, c'est bien de voir qu'il y a une communication psychiatrique, de voir si vous ne parlez pas à Dieu, de voir si vous ne mangez pas des sucettes de manière compulsive toutes les 3 minutes. Bon, ça on le fait, je pense que tout le monde peut le faire. Après, par contre, tout ce qui est post-opératoire, c'est pas obligatoire, mais c'est là souvent que les choses coincent. Alors, il y a des complications chirurgicales qui font qu'on n'est pas bien et qui méritent d'être suivies, qui méritent d'être soutenues. Et puis, il y a toutes les complications psychiatriques, en tout cas psychologiques, qui interviennent après, où on ne comprend pas, on a maigri, on n'est pas bien, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir le psy après. Nous, on fait le suivi pendant 2 ans, alors soit ça se passe bien, je vois tous les 6 mois, soit ça se passe pas bien et on discute de qu'est-ce qui se passe pas bien. Est-ce qu'il y a des angoisses qui sont arrivées? Est-ce qu'il y a une dépression qui arrive? Est-ce qu'il y a des troubles du schéma corporel? J'ai perdu 30 kilos, je me vois là. C'est la fameuse estime de soi, on ne se reconnaît pas, on a cherché pendant des années à perdre 15, 20, 30, 40 kilos, on perd ces kilos et pourtant quand on se regarde, on ne se retrouve pas, c'est ça? Je ne me reconnais pas, ouais. Je ne me reconnais pas. Alors, je me reconnais pas ou je ne me vois pas maigre. Je ne me vois pas maigre. J'ai perdu 30 kilos et je me vois toujours pareil. Je ne sais pas m'habiller. J'ai du mal à gérer le regard des autres. Jusqu'à maintenant, on ne me regarde pas trop. Là, on me regarde, je suis gênée, je ne sais pas comment faire. Quand on est obèse depuis l'enfance, c'est pas drôle déjà. Hein. Les gens ils se moquaient, etc. C'est pas évident. Et dans sa tête, inconsciemment, on imagine comment ça serait si on n'était pas bon. Si tous ces gens-là ils se moquaient pas. Et alors inconsciemment, on a une idée de à quoi on ressemblerait. On ne se le dit pas vraiment, hein, on ne se le dessine pas, mais on a une petite idée comme ça. Puis on fait cette intervention, puis on est sérieux, on fait son équilibrage alimentaire, tout ça, ça se passe bien, on maigrit. Et puis on maigrit, mais on ne ressemble pas à ce qu'on imaginait. Et là, c'est un choc. C'est le choc, ça peut être une déception. Ça peut être, là, je me sentais mieux dans mon corps avant, là, je ne me reconnais pas du tout, c'est pas moi. Il y a tous ceux qui n'arrivent plus à gérer les rapports sociaux. Qui n'arrivent plus. Avant, l'obèse, c'est celui qui se taisait. Moi, mes collègues, je leur ai jamais dit ce que je pensais, parce que sinon, si je leur dis, on me dira, tu sais où, c'était toi, tu t'es vu, etc. Là, je m'autorisais à le dire, mais trop. Les collègues ne me reconnaissent plus, ils m'engueulent. C'est pas facile. Puis je m'engueule avec mon conjoint, parce que lui non plus ne me reconnaît pas. Parce que depuis que j'ai maigré, je m'habille comme je veux, je dépense, j'achète des vêtements, je fais du sport, je sors. Elle ne me reconnaît plus, elle ne peut plus me voir. Il y a tout ça, toute cette psychodynamique-là qui arrive après l'intervention et qui nécessite vraiment le suivi. Donc, vous avez compris, le psy n'est absolument pas votre ennemi. Le psy est de manière incroyable votre allié et va vous accompagner pour faire en sorte que vous puissiez gérer le mieux possible l'après. C'est quoi les... Alors, pareil, hein, j'arrive avec mes questions pas forcément très sympathiques et très jolies. Je constate en fait que dans certains cas, il y a un transfert de troubles du comportement. Alors j'aimerais que vous nous en parliez, j'aimerais que vous me disiez si c'est vrai ou pas, mais dans certains cas, se faire opérer, ça veut dire après peut-être devenir alcoolique. Ça veut dire peut-être devenir hypersexuel, ça veut dire peut-être amateur de jeu et on se met à jouer. Comment ça s'explique tout ça, docteur? Alors ça, c'est typiquement un mode de déplacement. C'est-à-dire que jusque-là, si on était obèse, c'est qu'on avait un rapport à l'alimentation qui calmait. Tous les jours, on a des stress, tous à différents niveaux, le petit, le moyen, le grand, on a tous des stress. Chacun a trouvé un système pour le gérer, la vie de tous les jours. Celui qui devient obèse, c'est celui qui gère avec l'alimentation. Ça, je pense qu'on l'a compris, c'est ce qui lui fait du bien dans la balance du stress de la vie de tous les jours. Et il y a ce côté alimentaire, alors en trop grande quantité, ou trop souvent, ou trop rare, qu'importe.
fait qu'il arrive à l'obésité, mais il gère comme ça. S'il ne s'est pas posé ces questions-là avant l'opération et s'il n'a pas commencé à travailler là-dessus, quand on lui coupe une partie de l'estomac, on le voit bien, ça ne va plus passer. Donc il ne va plus pouvoir manger comme il voulait. Alors si là, il le fait quand même, c'est-à-dire qu'avec sa cible, il mange toutes les heures, il va peut-être un peu maigrir, mais pas tellement. Voilà, en tout cas, il va grossir. Mais si jamais ça ne passe pas, vraiment, c'est difficile, vraiment cette voie-là n'est plus perméable, les angoisses ne sont plus calmées comme ça. Et là, ça devient compliqué parce que là, on ne comprend pas les angoisses qui arrivent. On allait vachement bien avant. Avant l'opération, on allait bien, à part qu'on était obèse. Puis maintenant, on n'est plus obèse, mais ça ne va pas. On dort moins bien, on n'est pas bien, on est anxieux. Et là, tout naturellement, le cerveau, il va aller chercher des solutions pour s'apaiser. Alors, l'alimentation est de plus. Alors là, on voit une recrudescence du tabagisme, une recrudescence de l'alcool, du jeu, toutes sortes d'addictions. En tout cas, quelque chose qui vient calmer ce stress, qui vient calmer ce déséquilibre psychique. Et ça, c'est un vrai risque. Les dernières publications sont dans ce sens. Est-ce que vous avez des questions? Ah, je vois une main se lever. Bonjour. Moi, c'était pas vraiment une question, mais c'était plus. Moi, je suis opérée depuis 2 ans. J'ai perdu 40 kilos. Et effectivement, c'est exactement ça. La psychologue, le psychiatre, au départ, je dis oui, je veux maigrir, je n'ai pas besoin d'un suivi psychologique. Après, j'ai vu que j'en avais besoin. C'est le corps vraiment qui est plus du tout pareil. C'est les émotions aussi, c'est le rapport à l'autre, c'est le fait de prendre confiance en soi. Et du coup, le conjoint dit, mais t'as envie de draguer, t'as envie d'aller voir ailleurs. Enfin, c'est tout ça, et effectivement, le suivi psychologique est très, 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 très important. Et il faut le faire vraiment sur plusieurs années, parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et le fait de perdre du poids, c'est pas que la perte de poids, c'est aussi au niveau psychologique, plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Nous, on change psychologiquement, parce qu'effectivement, ça peut donner confiance en soi, et les autres ne nous reconnaissent pas. Il y en a même qui peuvent dire on préfère avant. Ceux-là, on les évite. Mais effectivement, oui, c'est vraiment très très important, et au départ, on ne se rend pas compte de tout ça. On se dit qu'on va juste perdre du poids et que ça va être génial. Et en fait, il faut vraiment prendre la part psychologique en compte. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je me présente M. Boudjemaï. Je suis éducateur sportif dans le domaine des activités physiques et sportives. Et je vous pose une question, c'est d'ordre général. Après réponse, la question est la suivante. Quelle est la place de l'activité physique après l'opération? Oui, alors vous êtes un coquin. J'avais prévu une petite surprise. Vous me laissez 5 minutes de temps et on en parle tout de suite. Ça va? Mais vous êtes un coquin. Il y avait une question par là. Si on n'était pas alcooliquement, ne buvait pas, on ne fumait pas, est-ce qu'on peut le devenir? Tout à fait. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, si je ne fumais pas, il n'était pas alcoolique. Alors je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont décidé de bypass deviennent quelque chose forcément de. Je ne sais pas, tous les addicts. Mais oui, quelqu'un qui en effet n'avait aucune toxicomanie, aucune addiction auparavant, son addiction c'était quoi? C'était l'alimentation. Voilà, ça peut être des gâteaux. Et bien, quand on ne peut plus avoir ces gâteaux, en tout cas quand on n'a plus la même satisfaction à les manger, la même récompense, à ce moment-là, il faut aller les chercher ailleurs. C'est ça que je vous expliquais. Si jamais on n'a pas travaillé là-dessus, le corps il va avoir besoin de son équilibre. Le cerveau il va avoir besoin de son équilibre psychique. Et il va aller chercher ailleurs. Il va aller chercher au plus efficace et au plus évident. Ça peut être le sang aussi. Il y en a, ils vont être addicts au sport, tant mieux pour eux. Tant mieux, mais voilà, chacun va trouver un petit peu ses solutions. Il y en a qui vont se lancer dans différentes activités culturelles, quoi, qui n'osaient pas faire avant, tant mieux. Puis il y en a malheureusement pour eux, parce que voilà, pour différentes raisons, qui vont peut-être tomber dans l'alcoolisme sans avoir jamais vu une goutte d'alcool avant. Ça arrive. Je ne vous entends pas. C'est-à-dire que je ne bois pas, je ne fume pas, c'est à moi de faire attention de ne pas devenir ce genre de personne. S'il suffisait de faire attention, j'aurais plus de travail.
Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai donc une transition toute trouvée pour ma surprise. Voilà, on a énormément de chance avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous la connaissez. Venez voir, professeur. Donc, je vous présente le professeur Martine Duclos, qui arrive tout droit de Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette personne. Alors, pour essayer de vous la faire courte, cette personne, c'est un peu la Madame Sport Santé en France. Voilà, c'est une personne qui se bat depuis des années pour que le sport soit remboursé sur ordonnance. C'est une personne qui s'investit, oui, vous pouvez applaudir, qui s'investit pour les grandes causes que sont l'obésité, qui s'est toujours battue pour dire que l'obésité est une maladie métabolique chronique, qui se bat aux côtés de patients qui sont atteints du cancer et qui explique en fait très clairement en quoi l'activité physique peut être un salut. Alors, docteur, ne m'en voulez pas, mais peut-être, chère madame, que pour éviter ces transferts, peut-être que l'activité physique pourrait dans une certaine mesure être un remède justement pour ne pas sombrer dans l'alcoolisme. Mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez l'importance de la reprise de l'activité physique après une intervention. Vous le savez, vous l'avez entendu pendant votre parcours préopératoire, vous avez cette intervention qui est un formidable coup de pouce. Vous allez modifier votre alimentation, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir aussi modifier vos habitudes de vie, notamment en matière de pratique d'une activité physique. Merci Carole, c'est l'introduction quelque peu, beaucoup, énormément exagérée. Bon, par contre, pour l'activité physique, je crois que c'est effectivement un rôle important en association avec la psychologie, en association avec la nutrition, parce qu'en fait, je crois qu'on a une fâcheuse tendance, il n'y a pas qu'en France, c'est un peu partout, à s'occuper de sa masse grasse, de son poids corporel. Et il faut savoir que quand vous perdez de la graisse, vous perdez aussi du muscle. Hein, 2 tiers, 1 tiers. Et que votre muscle, 1 tiers de muscle de masse musculaire, c'est bien démontré dans les études qui ont suivi les gens qui ont eu ces pertes de poids très importantes. Et le muscle, c'est ce qui conditionne votre autonomie. C'est ce qui va vous permettre de monter les escaliers. Et je pense qu'après avoir perdu 30 kg de poids total, dont 9 kg de masse musculaire, je pense que monter un escalier, ça ne va pas être évident. Voir 2 étages, plus avec un petit panier de course, parce qu'on n'a pas tous l'ascenseur facilement accessible. Bon, ben voilà, c'est ça la masse musculaire. Hein. C'est ça, c'est l'autonomie de la vie courante pour commencer. La deuxième chose, c'est que l'activité physique, on oublie juste que voilà, le glucose que vous consommez, qu'est-ce qui va le capter? C'est les muscles. Et puis aussi les graisses que vous consommez, parce qu'il faut manger des lipides, qu'est-ce qui va le consommer? C'est pas votre tissu adipeux, lui, il stocke. C'est vos muscles. Donc les muscles, c'est les consommateurs. C'est le consommateur. Et votre dépense énergétique de repos, c'est votre muscle. Donc en fait, l'activité physique, alors basiquement, si on va être très, très basique, c'est ce qui va vous permettre, de perdre un peu plus de poids, de masse grasse, et de limiter la perte de masse musculaire. 2, surtout, c'est probablement aussi ce qui va vous aider à éviter la rechute et la reprise de poids. Hein, parce qu'on sait aussi qu'effectivement, vous l'avez dit le docteur Cortès, il y a une reprise de poids et on observe ça de plus en plus, donc peut-être éviter la deuxième intervention. Troisièmement, ça évite aussi toutes les maladies qui sont associées à l'obésité, parce que c'est vrai que l'obésité, le traitement chirurgical de l'obésité, ça diminue le risque. Des fois, ça fait disparaître le diabète et les autres pathologies associées, mais ça ne fait pas tout disparaître non plus. Et n'oubliez pas que ça augmente la qualité de vie, c'est le bien-être, c'est le plaisir, c'est la socialisation aussi. Ça refait aussi votre corps. C'est aller voir les autres. Et puis c'est pareil, hein, c'est l'activité physique, c'est pas tout seul, c'est-à-dire que c'est pas que. On peut vous aider aussi à dire que c'est pas vous tout seul. Vous n'avez rien fait pendant des années, vous avez beaucoup modifié votre corps, donc je pense qu'aussi il faut qu'on vous aide à reprendre l'activité physique. Donc là aussi, normalement, vous ne devriez pas être tout seul. Hein, il y a des professionnels de l'activité physique adaptée qui doivent vous aider à reprendre cette activité. Même si vous partez de très bas, c'est normal. Moi, si vous ne me mettez à rien faire pendant 6 mois, 2 ans, 10 ans, et vous rajoutez 20 kilos, vous m'enlevez 20 kilos, je ne peux plus. Donc il faut qu'on m'aide aussi à reprendre, qu'on me donne confiance. Hein. Donc là aussi, on doit vous aider. Et c'est vraiment encore un travail en équipe. Hein. C'est le procès de l'activité physique avec le chirurgien, avec le médecin qui va suivre, avec le psychologue ou le psychiatre. C'est vraiment un travail une fois de plus d'équipe
sur le long cours. Et c'est pas 3 mois, c'est sur le long terme, hein, tout au long de la vie, pour qu'à la fin vous ayez confiance aussi en vous, pour faire l'activité physique, voire le sport. L'activité physique, c'est pas que le sport, hein, c'est d'abord bouger dans sa vie quotidienne, puis après faire un peu plus de sport, chose un peu plus structurée, et pour le garder sur le long terme, pour vous faire plaisir et trouver de la variété. Passer l'aspirateur, c'est de l'activité physique. Oui, mais c'est réservé aux hommes. Voilà. Ah, je vois, messieurs, pas beaucoup. Où est le coquin qui avait légèrement anticipé ma surprise? Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, globalement, on va pas rentrer dans les détails, bien sûr, elle a parfaitement répondu pour le public en règle générale. D'accord. Et j'invite justement. Attendez, prenez le micro, vous entendez. Oui, c'est parfaitement répondu, d'ordre général, comme j'ai dit. Et justement, ma réponse aussi, c'est de dire j'invite justement les groupements hospitaliers à justement développer l'activité physique adaptée auprès des patients, parce qu'en Seine-et-Marne, il n'y a rien du tout pour l'instant. Ça, c'est pas vrai. Donc, alors, je vais laisser la pour l'instant, je dirais que c'est pas qu'il n'y a rien du tout, ça existe, mais c'est pas encore structuré. Et notamment, il faudrait que ce soit reconnu par la Haute Autorité de Santé, comme ça se fait pas loin de chez nous, en Champagne-Ardenne. Je connais très bien les expériences qui ont été poursuivies. La première ville, c'est Strasbourg d'ailleurs, Biarritz, hein, il y a plein de villes, hein, Clermont-Ferrand, voilà. Mais voilà, en Ile-de-France, ça se fait un petit peu sur Paris. Voilà, c'est ma question. Oui, docteur Donat, donc conseiller municipal délégué à la santé à Coulommiers. Donc je voulais vous informer, pour contredire monsieur, que depuis déjà pas mal de temps, à l'initiative d'Éric Rimbaud, là-bas, qui s'occupe du sport à Coulommiers, nous avons formé un coach sportif qui est chargé de cela et auquel nous allons donner bientôt même une salle à Coulommiers pour pouvoir faire de l'éducation physique aux malades chroniques. Sans compter que nous sommes aussi, avec la Maison universitaire de santé de Coulommiers, dans un travail justement du bénéfice que peuvent avoir les malades chroniques à faire de l'exercice. Ceci, c'est une étude très large puisqu'elle concerne toute l'université de la faculté de Créteil. Donc vous voyez, on essaye de bouger. Et pas plus tard qu'à midi, j'ai déjeuné avec madame le professeur et on en a un petit peu parlé, et puis je crois qu'on va encore en reparler tout à l'heure. Voilà. Et puis je vais être honnête jusqu'au bout. Et voilà. Et sur la ville de Meaux, il y a le docteur Billard. Ah, excusez-moi, madame. Voilà. Et voilà. Et donc il se bat énormément. Il a une activité terrible sur tout ce qui est. Voilà. Je vais vous passer la parole. Je veux bien parce que. Alors moi j'ai été opérée il y a 5 ans. Et j'ai intégré la maison du diabète à Meaux il y a 2 ans. Et ce travail existe déjà. Une maison du diabète, des maladies cardiovasculaires et de l'obésité. Donc bonjour. Il n'y a pas que l'opération pour ceux qui veulent. Et donc nous sommes une équipe qui varie avec à peu près 15 personnes. Vous venez, vous faites connaissance avec l'infirmière. On parle de votre cas en séance individuelle. Vous avez des ateliers avec un diabétologue une fois par mois. Donc 15 personnes qui prennent rendez-vous pour cette matinée-là. Vous aviez surtout le biais de la sophrologie, mais la personne est malade, donc elle n'a pas qu'à remplacer, dommage. On ne peut plus y aller. Vous avez, donc mis par le docteur Billard, un coach sport santé qui nous fait faire. Alors le lundi après-midi, c'est un peu pour les débutants, donc c'est l'exercice de souplesse, savoir remettre son lacet, s'habiller quand on est très obèse, etc. Faire de la petite marche et des exercices de souplesse, s'il pleut à l'intérieur. Le mardi, vous avez un organisme qui s'appelle Boule de Vie, quelque chose comme ça. Ça se passe au Boulodrome à Meaux. Vous avez 1h30 d'exercice. C'est de la boule lyonnaise. Alors la boule lyonnaise, il faut savoir, on la lance, on court derrière, on la ramasse, et vous avez alors soit des cercles, soit des, comment ça s'appelle, des 9 cases. Et donc en fait, ce sont des points qu'on additionne. Donc c'est quelque chose de jouissif parce qu'on court et puis il n'y a rien à perdre. Et on fait un kilomètre, plus de 4 km et demi en 1h30 avec un échauffement avant, enfin, et ainsi de suite. Le jeudi, on va promener les poneys au public de Meaux. Ça nous coûte 5 € la séance. Les boules, c'était 6 € la séance. C'est pour vous dire, c'est très abordable. Vous ne venez pas, vous ne payez pas. Il n'y a pas d'abonnement à l'année. On s'engage juste à continuer à venir à la maison du diabète.
une fois par an ou tous les quelques mois faire le bilan de votre hémoglobine glycée, pour ceux qui sont diabétiques. Et puis ainsi de suite. Alors je crois que le vendredi, il y a la marche nordique, toujours avec ce coach santé, Romain, qui est donc, fait partie aussi de la maison du diabète, avec M. Milliard aussi, donc c'est l'OMS, etc. Et je crois même que le vendredi, c'est la marche nordique dans le Paty, et le samedi, c'est l'aviron, avec des dames contre le cancer du sein, qui est très d'actualité au mois d'octobre. Voilà, je vous laisse la place. Mais ça existe déjà, ça se sait pas. Il n'y a pas de personne de la maison du diabète ici, et de l'obésité. Alors tout le monde est invité, le docteur Billard était invité, le docteur David, je crois qu'il est ce soir, parce qu'il voulait absolument voir Mme Marine. Et c'est sensationnel, nous on est contents. Voilà, la difficulté, c'est amusant, hein. Il y a la maison du diabète à Meaux, hein. Il y a Salah, les coachs sportifs, il y en a à Melun. Le truc, c'est que c'est en train de se développer, de se mettre en place, et que maintenant, vous êtes nombreux à être opérés. C'est-à-dire que là, sur la Seine-et-Marne Nord, l'ensemble de l'équipe a fait plus de 300 obèses. Donc, c'est 300 personnes à qui il faut trouver, en fonction de leur lieu de vie, que les gens travaillent ensemble. En fait, tous les parcours patients, ville, il faut les organiser, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, mais là, il va falloir créer des réseaux, et il va falloir l'organiser. Hein. En fait, il y a plein d'acteurs, c'est un peu comme partout en France, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de bénévoles, mais il faut juste une lisibilité et une coordination à mettre en place. Bon, oui, une question. Allez-y, je vous en prie. Je vais juste demander une précision au docteur Donat, agent de centre. Oui. Alors, je viens d'entendre qu'il y avait une structure qui va être mise en place sur Coulommiers. Je voulais savoir est-ce que toutes les maladies chroniques seront prises en charge, parce que j'ai entendu ces personnes, ces dames dire que pour les cancers du sein, il y avait quelque chose qui était prévu, mais c'est en général, bon, je suppose que le diabète, l'obésité, tout ça, ça fait partie des maladies chroniques. C'est vrai, on est en manque de structure, parce que moi je suis confrontée au problème. Il y a un manque de structure sur Coulommiers, il y a beaucoup d'associations. Je sais que je connais quelqu'un qui cherche une salle pour des prises en charge de personnes qui ont besoin de soutien, pas forcément psychologique, mais d'écouter, d'entendre des personnes qui sont confrontées à ce genre de maladie. Je voulais savoir, est-ce que cette structure sera en place aussi pour toutes les longues maladies, y compris voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'exclusif dans les maladies chroniques quant à l'exercice physique. Je crois que c'est pour tout le monde. Vous n'allez pas me contredire. Et j'ai oublié tout à l'heure de dire aussi que nos associations sportives sont en train aussi de se sensibiliser à la question, et que nous avons le représentant là-bas de la présidence du volleyball qui veut se lancer aussi dans le volleyball pour, comme vous parliez de la pétanque tout à l'heure, etc. Et alors, il y aura une salle bientôt, oui, qu'on est en train de mettre en place. Alors, on a déjà un coach, mais je pense qu'on va en avoir d'autres. Alors, on va parler maintenant de la partie alimentation. Donc, je vais demander à Laetitia Matabos de me rejoindre, qui est diététicienne à Jessy. Alors, on va aborder la fameuse question de l'alimentation en post-op immédiat. Vous êtes tous informés pendant votre parcours préopératoire que vous allez devoir modifier considérablement votre façon de vous alimenter, notamment pendant les 4 phases, les 4 semaines qui suivent l'intervention et qui correspondent à la cicatrisation. Quels sont vos conseils et qu'est-ce que vous dites en fait aux patients? Alors, bonjour à tous. Alors en fait, comment ça se passe? Durant votre hospitalisation, une diététicienne passe, donc si ça je passe vous voir, et je vous demande de faire du mixé pendant 4 semaines. Donc quand je parle de mixé, c'est pas forcément sous forme de soupe, hein, c'est sous forme de purée. Je vous ai ramené justement ce qu'il faut pour regarder plus tard, tout à l'heure, si vous voulez voir ce que c'est le mixé. Donc vous faites le mixé pendant 4 semaines. Je vous demande en même temps de prendre le temps de manger. Donc même si vous mangez peu,
même si c'est 2 bouchées, je vous demande que ça se fasse en une demi-heure. Vraiment prendre le temps. Ça, c'est quelque chose que normalement, vous avez déjà vu avec votre diététicienne avant l'opération. Elle vous a dit de prendre le temps d'écouter votre satiété. Et ça, il faut le faire après. Quitte à ce que le repas dure jusqu'à 1 heure. Il n'y a aucun souci. Et surtout, donc, comme je parlais, des quantités. Si vous mangez 2 cuillères, c'est 2 cuillères. Vous ne forcez pas. D'accord? Parce que de toute manière, vous allez manger un peu tout le long de la journée. Donc, vous n'allez plus faire que les 3 repas, mais 6 petits repas dans la journée. Donc, vous allez avoir des collations dans l'après-midi, dans la soirée et même dans la matinée. Ce qui va vous permettre de manger régulièrement. Donc, même si vous n'avez pas faim, si c'est l'heure, on mange. On ne se pose pas de questions, on prend même ces 2 petites bouchées. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, les quantités vont légèrement augmenter justement. Au début, c'est 2 bouchées. Après, vous arriverez justement, là, je vous ai ramené des barquettes de 120 grammes. Vous arriverez à manger la barquette de 120 grammes. Et après, ça sera peut-être un peu plus. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Il y a un temps précis pendant lequel on va manger un petit peu pour atteindre les 120 grammes. Ou là, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chaque cas est spécifique. Certains patients réussiront à prendre 3 bouchées et d'autres réussiront à prendre les 120 grammes relativement rapidement. Oui. C'est exactement ça. Vous êtes tous différents. Vraiment, la réalimentation se passe tranquillement. Certains vont aller plus vite et d'autres vont aller plus doucement. Donc il ne faut pas essayer de se comparer à l'un et à l'autre, parce que là, vraiment, c'est chacun à son rythme. C'est comme vous allez peut-être avoir des intolérances à certains aliments, alors que d'autres, pas. D'accord? Donc vraiment, il ne faut vraiment pas se comparer. Vous dites, petit à petit, on remange un peu plus. Alors, je crois qu'un repas, ça doit être de l'ordre de 250 grammes à 300 grammes. Est-ce qu'on réarrive à ça? Ou est-ce que cette intervention traduit bien une modification à vie de la quantité qu'on va ingérer au cours des repas? Et deuxième question, est-ce que c'est pour ça qu'il est très important de fractionner des repas, de prendre des petits repas et de continuer les collations? Alors oui, c'est important justement de continuer à manger les petites portions. Justement, si à bout d'un moment vous arrêtez de faire le fractionnement, on se rend compte, pas forcément pour tout le monde, qu'il peut y avoir une reprise de poids. Et dès qu'on reprend ce fractionnement, où on rediminue les quantités pendant le repas et on fait ces 6 petits repas, le poids redescend. Donc vraiment, c'est important de faire ce fractionnement à vie et de faire attention à la quantité que vous mangez. De toute façon, les protocoles sont parfaitement expliqués en parcours préopératoire et vous accompagnez les patients immédiatement post-opératoire. Comment ça se passe? Quand est-ce que les patients vous revoient une fois qu'ils sont opérés? Alors, on vous demande déjà un suivi de 6 mois avant l'opération avec votre diététicienne. Après, durant votre hospitalisation, donc, vous voyez une diététicienne à l'hôpital et on vous redemande, durant votre hospitalisation, de bien revoir votre diététicienne 1 mois après l'opération. Donc, soit c'est celle que vous avez vue à l'hôpital, soit c'est une diététicienne en ville. Donc, bien de la revoir 1 mois après et de continuer le suivi avec elle à vie. C'est pas parce que tout se passe bien, il faut quand même la revoir régulièrement, quitte à ce qu'au bout de 5 ans, vous la voyez au moins 1 fois par an. Dernière question, Laetitia, je m'en excuse, on est vraiment pris par le temps. Je suis opérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis opérée, plus jamais de plaisir, plus jamais de sucré, plus jamais plus jamais de fromage, tiens, par exemple. Ça veut dire ça, d'un point de vue diététique? Non. Alors, le plaisir, c'est quelque chose de très important lorsque vous mangez. Je le demande régulièrement à mes patients. Est-ce que vous avez plaisir à manger? Si vous n'avez pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt. Vous mangez par obligation, donc il n'y a aucun intérêt. Vraiment le plaisir, donc si de temps en temps, voilà, vous voulez manger un fromage, il n'y a pas de souci, vous pouvez même manger un petit morceau de fromage dans la journée, tous les jours, il n'y a aucun souci. Il faut juste savoir faire attention. Du coup, la mienne. Il faut juste savoir faire attention à ce que vous faites. C'est des aliments plaisir, c'est justement le fait qu'il y ait le mot plaisir, c'est que ça veut dire que c'est occasionnel, c'est pas quelque chose qui revient régulièrement.
Donc il faut savoir se faire plaisir, faire des choses que vous aimez préparer, jouer avec les textures, jouer avec les couleurs. Voilà, vraiment, c'est ça l'importance dans l'alimentation. Est-ce que tout est clair pour vous? Ah, petite question. Oui, moi je reviens par rapport à l'alimentation. Effectivement, on est suivi avant, après. Il y a quand même différentes choses. Alors, chacun est unique. Moi, ça fait 2 ans que je suis opérée. Effectivement, j'ai encore les collations. J'ai essayé, avec mon travail, de les enlever parce que c'est compliqué. Je suis éducatrice et en fait, je travaille avec des détenus, donc j'ai des entretiens très réguliers. Et des fois, il y a mon ventre qui gargouille, j'ai faim. Donc c'est compliqué à avoir des collations. J'ai essayé de les enlever. Je me suis évanouie. Donc ça, c'est important à savoir, effectivement, que les collations, comme vous avez dit tout à l'heure, je pense que ça va être à vie. Et ça, moi, j'ai pas de souvenir qu'on m'ait dit que ça allait être à vie. Moi, je pensais effectivement qu'au fur et à mesure, je pourrais avoir des repas un petit peu plus normaux, entre guillemets. Mais il faut bien se rendre compte que c'est pas le cas. Et en même temps, tant mieux, parce que si on a des repas classiques comme avant, ça veut dire aussi que l'estomac grossit et ça veut dire que potentiellement on peut reprendre du poids. Donc du coup, est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui sera à vie ou est-ce que suivant les personnes, il peut y avoir des personnes qui n'ont plus besoin des collations et qui peuvent un petit peu plus augmenter la quantité au cours des repas? Alors actuellement, tous mes patients continuent le fractionnement à vie. Il n'y en a pas un seul où je lui dis non, vous pouvez arrêter. Peut-être qu'il y a une collation qui est enlevée, mais sinon il y a toujours les collations. Bonjour, moi j'ai été opéré il y a 7 mois et en fait, par contre par rapport à ce que disait la dame précédente, moi j'ai plus faim. Alors j'entends quand je dis j'ai plus faim, c'est-à-dire que je mange pas par obligation parce que je suis ni frustré, ni je mange ce qu'il y a sans aucun problème et avec plaisir, mais j'ai plus ce problème de faim. Voilà. Et effectivement les collations, ça fait du bien parce que je le fais pas par obligation. Je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire, mais sans avoir faim en fait. Mais c'est des petites collations, hein. C'est un fruit, voilà. Et ça ne me pose aucun problème. Et puis basiquement, j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut peut-être mettre un peu d'énergie dans le moteur. Voilà. Je crois que c'est peut-être un peu. Voilà. On sent, voilà. Moi, c'est étonnant, je ne sais pas, mais moi j'ai une pêche, c'est un truc de fou. On avait parlé avec le docteur Cortès. Moi, je suis une pile électrique hein, depuis l'opération, alors qu'avant. J'ai fait du sport à haut niveau, il le sait, et, bon, et là, depuis que j'ai été opéré, c'est un truc de fou. On me demande de me calmer. Si le moteur va bien, pourquoi se calmer? Je voudrais juste rebondir par rapport à la sensation de faim. Effectivement, le docteur Cortès m'en avait dit que potentiellement, on pourrait ne plus avoir la sensation de faim et qu'il fallait justement faire attention de quand même manger. Moi, c'est l'inverse. En fait, j'ai la sensation de faim. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, à mon travail, des fois, c'est un peu compliqué. Parce qu'effectivement, si je ne prends pas mes collations, si je ne mange pas à heure fixe, etc., je vais avoir vraiment faim. Ou alors, il m'arrive d'avoir vraiment soif. Et ça, je tiens à dire pour les futurs opérés, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à maîtriser tout au long de la vie. Parce qu'effectivement, c'est très compliqué d'avoir mangé par exemple quelque chose qui est peut-être un petit peu trop gras ou un petit peu trop salé, et après on a soif mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'a plus de place. Il faut boire ou manger. Voilà, il faut boire ou manger. Et ça c'est très très important. Et du coup le planning de la journée, dans les premiers temps, va être vraiment rythmé en fonction des repas et en fonction de l'eau qu'on prend. Et je me rappelle qu'il y avait vraiment un programme où je mettais à quelle heure je mangeais, à quelle heure je buvais, pour savoir quand est-ce que je pouvais boire, quand est-ce que je pouvais manger. De toute façon, le corps le sait, hein, si ça passe pas, ça ne passe pas. Oui, on le sent. Bon. Ah, une question. Je m'adresse à la diététicienne, à la psychiatre et au médecin du sport. Merci. Est-ce qu'il vous est arrivé, justement, avec ce parcours qui est de minimum 6 mois, voire plus, que les gens se prennent en charge ou parce qu'ils ont trouvé la solution à leur addiction, quelle qu'elle soit, ou
ou alors par rapport à leurs habitudes alimentaires, que les gens arrivent à perdre 20, 30, 40, 50 kilos par eux-mêmes et du coup de ne plus avoir besoin de cette intervention. Alors c'est pas sur des 50 à 60 kilos, mais oui, il y a 2 personnes dans la filière là qui finalement ne vont pas se faire opérer. Une première parce qu'elle a fini par perdre avec l'équilibrage alimentaire et en travaillant sur en effet ses addictions. Est-ce que c'était une addiction? Parce que son obésité était vraiment liée à des compulsions alimentaires importantes. Et en réglant le problème, elle a pu enfin prendre un peu les rênes de sa vie et se décharger d'un poids. Et du coup, la deuxième, c'est qu'elle a perdu suffisamment de poids pour sortir de l'obésité morbide et qui se laisse un petit peu de temps du coup pour réfléchir à ce que cette intervention est réellement nécessaire ou pas. Mais c'est rare comme ça. Oui, enfin, sur les filles, je reconnais que deux. C'est une courbe de Gauss. Statistiquement, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. D'accord? Il y a toujours, et tant mieux, c'est super, des gens qui vont réussir par l'exercice physique, le changement d'hygiène de vie et d'alimentation à perdre du poids et à revenir à un poids en évitant la chirurgie. Et on ne peut pas rêver mieux, parce que c'est comme une chirurgie qui a des conséquences. Mais il y a quand même plusieurs papiers scientifiques publiés, archi-documentés, comme quoi pour le gros de la masse, pour la majorité des gens, seule la chirurgie à partir d'un certain point permet un amaigrissement à long terme et une action sur les comorbidités. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas, comme toute courbe statistique, des extrêmes. Il y a des gens opérés qui ne font pas maigrir pour les raisons que je vous ai citées. Il y a des gens pas opérés qui... C'est génial. Et si on pouvait arriver à ça, je serais le plus heureux des hommes d'opérer autre chose. Vous voyez? Mais malheureusement, on sait que souvent, et ça c'est les psychiatres qui vont vous en parler, la vie elle reprend le dessus. C'est-à-dire que vous voulez changer de vie, puis alors, vous allez redivorcer une 3e fois, vous avez votre enfant qui va tomber malade, vous allez perdre votre mère, vous allez être licencié. Vous voyez, la vie c'est la vie. Et donc soit on est né, on a appris et on sait passer à travers les choses de la vie, comme vous expliquez très bien Noël Carré-Clé, et au moindre pépin, on va remanger pour s'apaiser, à moins qu'on trouve une autre activité d'apaisement. Mais ça représente une minorité des gens, ce qui ne doit pas vous encourager à tout prix à bouger et à réfléchir à ce que vous mangez. Mais c'est un minimum. Martine? Non? Oui, tout à fait. Beau cadeau. Je crois que c'est difficile de... Il y a des gens qui, effectivement, le fait d'être au pied du mur au moment de l'intervention, ça les fait effectivement changer de comportement et c'est peut-être le déclic. Mais quand on a accumulé tant de poids, quelle que soit la cause, parfois, effectivement, l'intervention et aussi le déclic qui fera qu'après, ça modifiera le comportement. Donc, des fois, qu'il y ait la poule, c'est une réponse de maman. Ouais. Tu voulais parler? Oui, moi je voulais juste vous répondre pour vous dire que, effectivement, moi dans la filière, j'ai 3 patients qui ont perdu beaucoup de poids lors des mois de préparation. Le maximum, c'est une 30aine de kilos. Honnêtement, c'est difficilement aller au-delà. Mais déjà, 30 kilos, c'est beaucoup. Et effectivement, ça a amené ces 3 personnes à finalement se dire et revenir me voir en disant mais finalement, moi, j'ai plus envie de me faire opérer. Ok, quand on fait mon IMC, je suis encore en surpoids, mais franchement, j'ai plus du tout envie de me faire opérer. Je vais écouter très bien, c'est votre choix. Et tant mieux. Et surtout qu'en plus, ce sont des gens qui vont mieux sur le plan du moral parce que c'est très valorisant pour eux. Et finalement, comme on a déjà dit, l'obésité étant une maladie chronique, ça permet de toute manière de garder et de gagner du temps pour que si malheureusement, suite à d'autres événements de vie, il y avait une reprise de poids, ils ont toujours cette expérience plus que positive pour eux. Et ça permet de gagner du temps vis-à-vis d'une charge génétique. Mais c'est effectivement très très ponctuel. On va répondre, pardonnez-moi, toujours cet impératif de temps, on va répondre à la dernière question. Oui, bonjour. Alors,
justement, je rentre dans ce cadre-là. Je me demandais à quel moment j'allais pouvoir intervenir. Voilà, donc moi, après de multiples tentatives pour perdre du poids, j'étais obèse, je me suis plus, je suis maintenant en surpoids. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'avais peur de l'échec et plus j'échouais. Et vivre avec une obésité, c'était un vrai calvaire, et physiquement et psychologiquement. Le regard et le manque d'empathie des autres, c'est quelque chose de très blessant. J'ai donc décidé d'essayer encore une fois et de me faire aider par un médecin nutritionniste. J'ai donc pris rendez-vous avec ce médecin nutritionniste qui m'a hospitalisée. J'ai fait quelques examens. Au terme de ces examens, en fait, je n'ai pas retrouvé avec cet appareil l'apnée du sommeil. Et je me dis, non, là, il faut vraiment que tu essayes une fois pour toutes. J'ai essayé et j'ai été suivie par le docteur Karine Noël qui est là, par l'équipe de diététiciennes de l'hôpital de Coulommiers que je remercie infiniment. Et voilà, donc c'était pour dire que moi j'ai perdu 30 kilos donc en moins de 3 ans. Et j'en suis super contente. Je lis un petit peu mon papier pour oublier les choses. Il y a vraiment 4 choses importantes. Il y a le suivi médical sérieux. Il y a l'aide précieuse des diététiciennes qui sont à l'écoute et qui réévaluent si besoin. Parce que moi, je me suis rendu compte que des fois, je rentrais chez moi, j'étais comme ça. Et là, c'est pas possible, je n'ai pas de là. Donc, je reprends rendez-vous avec la diététicienne. On réévalue un petit peu le rééquilibrage alimentaire. Et il y a ça. Je suis désolée, je ne suis pas très parler en public, c'est pas mon truc, moi. Le suivi psychologique, ça, c'est fondamental. Parce qu'effectivement, mon corps a changé. Moi, j'ai changé. Ma place dans la société n'est plus la même. Les gens me regardent autrement. Je rentre dans un magasin, on me dit plus madame, les grandes tailles, c'est à l'étage. Donc maintenant, je vais comme une grande fille, je vais où je veux. Je regarde ce que je veux et je n'ai pas honte de regarder quoi que ce soit et de pouvoir me chausser, m'habiller, mettre des robes courtes, enfin, je m'habille comme je veux. Et le regard, et toute ma famille, l'importance aussi d'impliquer toute la famille, pas dans entre guillemets, la façon de s'alimenter, oui, et je veux dire qu'il n'y a pas de restriction. Moi, je suis contente d'être là aujourd'hui, parce que c'est aussi la journée de l'obésité et du bien-être. Je suis contente d'avoir réussi. Je fais un petit peu de sport. J'ai commencé en marchant et j'avais du mal à arriver au bout de ma petite rue. Et maintenant, je peux gravir des pentes. Je vais à la piscine, je fais de l'aquagym. Moi, je n'ai rien contre les interventions, c'est pas ça. Moi, c'était une vraie frayeur. Et quand j'entends tout ce que j'entends aujourd'hui, je me dis, je suis bien contente de ne pas me faire opérer et de pas. Voilà. Je suis désolée pour. C'est mon point de vue, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Vous avez dit quelque chose qui est important et qui s'applique à tout le monde aujourd'hui, je crois, ici, c'est la confiance en soi. Donc, je vais conclure et je vais parler avant de donner le micro au Dr Cortès, qui évidemment conclura. Mille merci d'avoir joué le jeu, c'était pas évident, merci d'avoir posé des questions. Merci aux gens qui nous ont suivis aussi sur le web, c'était pas facile pour eux, le son était extrêmement mauvais. Je tiens à leur dire que ce soir ils auront une vidéo extrêmement propre en ligne, voilà, et ils pourront revoir cette émission en son intégralité. L'équipe répond à toutes les questions. Si vous n'avez pas osé poser de questions aujourd'hui, vous pourrez le faire sur notre Facebook ou directement sur la chaîne YouTube. Chacun répondra. Voilà, alors je pense à une personne que vous connaissez certainement qui s'appelle Anne-Sophie Joly, qui est la présidente de l'équipe nationale des associations d'obèses. C'est une personne que j'aime énormément, comme vous tous ici, l'amour c'est très important. Et à chaque fois qu'elle fait une émission, elle conclut en disant n'oubliez pas une chose importante, c'est que ici, toute l'équipe qui est ici, toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui se sont battues pour organiser cette manifestation, ce sont des gens qui tout simplement vous aiment. Voilà. Alors merci beaucoup, bravo à vous et à très bientôt. On va renvoyer là-bas. Merci Carole, parce que vraiment c'était pas facile d'organiser ce Facebook Live. C'est la première fois qu'on le fait. Elle a beaucoup travaillé pour vous présenter ça. En plus, c'est bien pour vous, c'est de pouvoir leur voir. Et donc, ça fait que vous aurez un deuxième regard en leur regardant et en leur écoutant. Voilà, un grand merci, Carole. Merci. On va enchaîner sur la deuxième partie entre M. Erard et puis Stéphane Thomasso. Vous nous rejoignez, vous venez sur la table, on va vous libérer un peu de place.